some supernatural place. Mr. Electric Blue, I know I believe in you. He's a man's man, a good hard working American, but he ain't the guy you'd wanna fight. He'll make you bite the dirt. And he said, watch the way you talk to me if you want to keep your two front teeth. Ooh, Mr. Electric Blue, I wanna dance like you. How did you get so cool? And oh, you got electric soul. You let the good times roll. Mr. Electric Blue, you got it. Mr. Electric, 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 Mr. Electric. They say that he fell from space, from a supernatural place. Mr. Electric Blue, I believe in you. You rode in like a rock and roll queen. You brought every living man to their knees. Two eyes like revolver machines. Baby, aim your lethal weapons at me. A body like it's carved out of stone, but she dances like it's liquid gold. Excuse me, I haven't met you before, but I believe that you'll be taking me home. You really get me going. I've never been this way. Something about the way you're made. You're making me feel like I'm on it. You're making me feel like I want it, man. I'd give up my life for your loving. Dead or alive, I'm a wanted man. You're making me feel like I want it. You're making me feel like a wanted man. I'd give up my life for your loving. Dead or alive, I'm a wanted man. I'm a wanted man. Oh, this hold that you've got on my heartstrings. When you pull, oh, it makes me do wild things. So listen to me now, ain't no slowing down, only speeding up, no taking breathers. Can you feel the heat between us? Make a sweat, bob your head till you snap your neck. Lord, I know I'll never forget it. The love that I'm getting is love, and I could die for. You're making me feel like I want it. You're making me feel like a wanted man. I'd give up my life for your loving. Dead or alive, I'm a wanted man. I'm a wanted man.
Thank you so much. You made it, and you made it wonderful. This time I say feels like, you say. Radio Frontières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les ondes du Grand Échiquier. Tous les jeudis de 14h à 15h avec Alain Destex. Chers auditeurs, on était ensemble pendant 1 heure avec Trait d'Union. J'ai reçu Mathieu Grimpré, l'auteur, pour nous parler bienveillance scolaire, bullshit. C'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette 2e émission des ondes du Grand Échiquier avec mon invité spécial, mon chroniqueur spécial, exceptionnel, je ne sais pas comment le qualifier, Alain Destex. Bonjour. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous ? C'est un véritable plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, vous êtes toujours très sympathique avec moi. Alors on avait eu une première émission avec Emmanuel de Gestas qui avait été mouvementée, viril mais correct. Et passionnante, en tout cas passionnante sur le point des idées, c'était super. Merci. On verra comment ça va se passer avec notre cher Julien aujourd'hui. Chers auditeurs, vous avez l'habitude dans les ondes du Grand Échiquier. Dans un premier temps, Alain Destex nous livrera sa chronique. Aujourd'hui, il a choisi de s'intéresser à la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Et puis ensuite, dans un second temps, nous irons sur 3 sujets de géopolitique dont nous avons discuté avec Julien auparavant. Alain Destex est au courant de ces 3 sujets. Mais tout d'abord, on a choisi, chers auditeurs, de discuter de l'actualité chaude, très très chaude, d'il y a seulement quelques heures. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire Kadhafi. Alain Destex, vous vouliez en toucher un mot aujourd'hui. Oui, d'abord parce que c'est l'actualité, mais c'est aussi parce que c'est extrêmement choquant. D'abord, c'est la première fois qu'un président de la République va se retrouver derrière les barreaux, mais il va se retrouver derrière les barreaux. Pourquoi ? On n'a pas retrouvé d'argent libyen, il est acquitté de l'accusation de corruption, il est acquitté de l'accusation de financement illicite, et on ne retient que l'association de malfaiteurs, c'est-à-dire qu'il aurait encouragé ou laissé faire 2 de ses collaborateurs pour aller chercher de l'argent libyen. Franchement, quand on voit qu'il est condamné à 5 ans, alors qu'il ne peut même pas faire appel, c'est-à-dire qu'il va aller probablement la semaine prochaine en prison, alors qu'il va faire appel, et qu'on sait que des meurtriers ou des gens qui frappent des vieilles dames ou des violeurs sont parfois condamnés à des peines d'1 an, de 2 ans, voire même de 5 ans, mais c'est absolument scandaleux. On a l'impression que la justice a voulu humilier Nicolas Sarkozy et aussi affirmer son pouvoir, le pouvoir de la justice qui est de plus en plus le premier pouvoir. En fait, théoriquement, c'est le 3e pouvoir, mais en réalité, c'est le premier pouvoir et c'est le gouvernement des juges. Et je trouve cette condamnation absolument inique et scandaleuse. Julien, est-ce qu'on a assisté au gouvernement des juges, comme le dit Alain Destex ? Est-ce que la condamnation est aussi forte parce que Nicolas Sarkozy est un homme de droite ? Tout à fait, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy avait sa jolie photo encadrée sur le mur des camps. Absolument. De la magistrature. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui on a affaire à un gouvernement des juges qui ne laisse aucune marge de manœuvre à tout ce qui peut représenter la droite, etc. C'est aussi un message symbolique extrêmement néfaste pour la France parce que c'est reconnaître le fait, c'est de mettre derrière les barreaux un ancien président de la République donc, qui a été à la fonction suprême. Donc ça, c'est une image terrible que l'on renvoie, même si certains estimeront que c'est la justice, etc. Après, je suis tout à fait d'accord avec M. Destex sur ce gouvernement des juges, et on le sait qu'en France, c'est un énorme problème, puisqu'il y a un 2 poids 2 mesures certain, notamment avec la question de l'immigration, des OQTF non exécutés, on l'a vu avec l'affaire Claire-Géronimi actuellement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à véritablement plaindre Nicolas Sarkozy, pas en ce qui concerne cette affaire, là je pense qu'il y a une forme d'injustice. Mais en fait, Nicolas Sarkozy aurait pu faire beaucoup à l'époque où il était président de la République. Il avait une grande marge de manœuvre. Il a réussi à faire une révision constitutionnelle, ce qui est quand même assez compliqué. Et malheureusement, je n'ai pas vu de véritable politique de droite à l'époque. Alors, j'étais jeune, mais je me suis renseigné par la suite. Donc en fait, je vais dire quelque chose de terrible, mais pour moi, il n'a pas été condamné pour les bonnes choses. Parce qu'il a eu une forme de traîtrise envers la droite. Il a quand même en partie torpillé la campagne de François Fillon, ce qui nous a donc amené à Emmanuel Macron. Et on sait qu'il a eu une relation assez de proximité avec le président de la République pendant quelques années durant son mandat, même si aujourd'hui, forcément, ça s'est compliqué. Mais il y a aussi donc, le fait qu'il a toujours mis en place ce fameux cordon sanitaire qui rejette toutes les idées qui pourraient être à la droite des Républicains. Sauf aujourd'hui, il fait des déjeuners avec Jordan Bardella maintenant. Maintenant, il a vu que l'engrenage était en marche et que, sans mauvais jeu de mots, et que désormais la France avait véritablement basculé. Il n'a plus le choix d'un point de vue politique, mais j'arrive pas à le plaindre. Mais par contre, il y a une vraie forme d'injustice en ce qui concerne cette affaire.
L'injustice qui est absolument criante dans ce dossier. Il peut même pas faire appel aujourd'hui, Alain Destex. C'est-à-dire qu'il peut faire appel, mais l'appel n'est pas suspensif. Donc il va faire appel, je crois qu'il a déjà annoncé qu'il allait le faire, mais il va quand même aller en prison. Ce qui est incroyable, il est quand même présumé innocent jusqu'à la conclusion du procès en appel. Enfin, pour moi, c'est absolument incompréhensible. Je peux vous rejoindre, Julien, son bilan politique n'est pas fabuleux. On en entendait beaucoup plus. Et je me souviens, moi, j'ai été très choqué. Il a nommé immédiatement comme ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, ce qui était quand même un symbole incroyable. Et puis, il a été élu, effectivement, sur un programme très à droite. Et puis, finalement, il a fait... influencé par Patrick Buisson. Par Patrick Buisson. Il y a le Karcher que dans les mots, pas dans les actes. Voilà, vous aimez les formules, hein, Guillaume. Oui, écoutez, je suis journaliste. Voilà, vous êtes journaliste, mais c'est une bonne formule. Je la reprendrai à mon compte, bien entendu, sans vous citer. Mais... Ou alors, il y aura des droits d'auteur, Alain Destex, attention. On parlera oseille après. Mais pour terminer là-dessus, il était à Bruxelles il y a encore 15 jours. C'est d'ailleurs là qu'il a dit, c'était le même jour que son interview dans le Figaro, c'est là qu'il a dit que finalement Bardella et le RN étaient dans l'arc républicain. Hein, et moi, je l'avais trouvé très en forme. Très honnête, il a raconté des choses sur la prise d'otage de Neuilly, etc. Enfin, c'est un homme qui il a 70 ans, mais il est vraiment dans la force de l'âge, si je puis dire. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est pas le lieu pour faire son bilan politique qui, je vous l'accorde, est pas bon, mais ça n'empêche que cette condamnation est totalement injuste à ce stade. Et elle repose sur pas grand-chose. On n'a pas trouvé d'argent, on n'a pas trouvé de mallette. On n'a pas trouvé de mallette. Simplement, association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il a apparemment laissé ses 2 collaborateurs prendre des contacts avec des autorités libyennes. 5 ans pour ça. Quand on voit certaines condamnations en France, c'est quand même, comme vous dites, des OQTF ou autres, c'est quand même sévère. Voilà pour ce décryptage de la condamnation de Nicolas Sarkozy. J'en profite, chers auditeurs, pour vous rappeler qu'à 17h, en première ligne, notre émission phare, présentée par Garen Chnorokian, normalement présentée par Jordan Florentin. Ce soir, elle sera animée par Garen Chnorokian. Garen recevra Éric Tegner et on parlera justement de cette affaire Sarkozy, de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Passons tout de suite donc à notre cœur du sujet des ondes de Grand Échiquier. Dans un instant, on va évoquer votre chronique, cher Alain Destex. Juste le temps pour moi de vous annoncer que nos 3 sujets géopolitiques par la suite seront le Rodrigo Duterte, ancien président des Philippines qui a été inculpé par la CPI. On parlera aussi de Donald Trump qui a fait un discours historique à l'ONU. Et pour finir, on reviendra sur le week-end dernier, l'hommage des conservateurs rendu à Charlie Kirk. C'est l'heure de votre chronique, cher Alain Destex. Vous allez nous parler aujourd'hui de la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron, un sujet qui visiblement vous met en colère. Oui, effectivement, Guillaume, et pas qu'un peu en colère, parce que Emmanuel Macron a donc officiellement reconnu la Palestine, un territoire sans frontières, sans représentant unique, et dont une partie est contrôlée par le Hamas, un groupe terroriste responsable du plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Macron a évidemment aussi fait ce choix pour des raisons de politique intérieure. Il cherche à plaire à une partie de l'électorat, notamment les musulmans de France, qui sont 6 millions et à la gauche, et cela au détriment des 85 000 juifs de France seulement. Ces derniers, les juifs de France, vivent un antisémitisme au quotidien, au point de devoir souvent cacher leur identité. Pire, cette reconnaissance est véritablement un crachat sur la mémoire des 48 Français tués par le Hamas le 7 octobre 2023. 48 Français tués ce jour-là. Macron avait, dans un premier temps, promis une coalition internationale pour combattre ce groupe. 2 ans plus tard, il offre au Hamas une victoire sur un plateau. Parce que, soyons clairs, pour le Hamas, c'est un triomphe qu'il ne manquera pas d'exploiter. Alors je crois que dans leur sadisme, ces djihadistes du Hamas ont sans doute dû pousser la perversité jusqu'à diffuser la déclaration d'Emmanuel Macron aux 22 otages qu'on croit encore en vie. Alors Alain, vous parlez d'un moment inédit de désinformation médiatique. Est-ce que c'est si grave que ça ? Oui, absolument, Guillaume. Vous savez, depuis le 7 octobre 2023, on assiste à une campagne de désinformation d'une ampleur rarement vue. Alors, c'est pas nouveau, évidemment, la désinformation, hein. Je le répète pour chaque fois, enfin, en tout cas pour la 2e émission. Vous étiez trop jeune, Guillaume, mais moi, je me souviens de Timișoara en Roumanie en 1989, un prétendu massacre qui avait été monté de toutes pièces pour justifier un coup d'État contre le dictateur Ceausescu.
qui, soi-disant, une révolution populaire, mais qui était en fait un coup d'État maté dans le sang. Plus récemment, on a eu, en termes de désinformation, les fameuses armes de destruction massive en Irak qui n'existaient pas, le Covid, l'Ukraine. Mais ce qui se passe autour de Gaza bat, à mon avis, tous les records. Alors, on nous a parlé d'une famine à Gaza. Certes, je ne nie pas qu'il y ait des poches de malnutrition à Gaza. Et évidemment, la vie des Palestiniens n'est pas simple. Mais une famine, où la voyez-vous? D'ailleurs, une famine, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Or, les médias sont déjà passés à autre chose. Vous aurez constaté, on ne parle plus de la famine à Gaza. Le rapport de l'ONU que j'ai lu, qui évoque cette famine, repose sur des méthodes douteuses comme... Vous savez que je suis médecin, la mesure du périmètre brachial, c'est-à-dire le tour du bras, plutôt que ce qu'on considère en général comme la référence scientifique, un rapport entre le poids et la taille de l'enfant qui est beaucoup plus fiable. Et ces enquêtes ont aussi été menées par du personnel local palestinien qui n'est évidemment pas impartial dans cette affaire. Alors, Guillaume, des famines, moi, j'en ai vu, comme Médecins sans frontières, en Somalie, au Soudan, en Éthiopie. Eh bien, je peux vous assurer que ce à quoi on assiste à Gaza n'est pas une famine. Et ceux qui se souviennent des images de la famine d'Éthiopie en 1985 comprendront ce que je veux dire. Alors justement, Alain Destex, certains affirment qu'un génocide est en cours. Quel est votre avis sur le sujet ? Alors, est-ce que vous avez déjà vu, Guillaume, un génocide où on demande aux populations civiles d'évacuer les zones de combat ? Moi, je n'ai jamais vu ça, personnellement. Le dernier génocide avéré, c'était au Rwanda en 1994, avec près d'1 million de Tutsis massacrés en 3 mois seulement. À Gaza, on parle de milliers, peut-être tout au plus de dizaines de milliers, de victimes civiles de la guerre. C'est tragique, bien entendu, mais c'est dans le cadre d'une guerre urbaine où le Hamas utilise la population comme bouclier humain. Si Israël voulait vraiment commettre un génocide, Israël pourrait raser Gaza en quelques heures ou quelques jours avec des bombardements massifs, comme les Alliés l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'à Dresde, par exemple, en Allemagne, un seul bombardement a fait 25 000 morts au moins en une nuit. Et un raid américain sur Tokyo a fait 100 000 morts en 1945. Donc davantage en un seul bombardement américain sur le Japon que la guerre à Gaza en 2 ans. Personne à l'époque n'a évidemment accusé les Alliés de génocide. Même, et les Français l'ont un peu oublié, quand les Alliés ont bombardé la Normandie avant le débarquement ou pendant le débarquement et ont tué des milliers de civils français qui étaient pourtant prêts à les accueillir en libérateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas de génocide et pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de génocide d'ailleurs ? Parce que tout le monde était conscient qu'il fallait vaincre le nazisme à tout prix. Et Guillaume, il m'arrive de penser qu'avec nos médias et les ONG, comme Médecins sans frontières ou d'autres, eh bien Berlin ne serait pas tombé en 1945 et on aurait appelé à un cessez-le-feu ou à des couloirs humanitaires. Alors, il faut bien que vos auditeurs comprennent ce qu'est un génocide. Un génocide, c'est l'intention d'exterminer un peuple pour sa race, sa religion ou sa nationalité. Israël n'a évidemment ni l'intention ni la volonté d'exterminer les Palestiniens. D'ailleurs, la population palestinienne n'a jamais été aussi nombreuse, y compris à Gaza. Un génocide où la population augmente, ça n'existe pas. Au Rwanda, le pouvoir Hutu visait systématiquement les femmes et les enfants Tutsis pour empêcher la reproduction du groupe Tutsi. C'est cela un génocide, c'est exterminer d'abord les femmes et les enfants pour empêcher la reproduction du groupe. Hitler, d'ailleurs, voulait tuer tous les juifs sans exception. Donc on n'assiste pas du tout à cela à Gaza et nous sommes, comme je l'ai dit, en pleine campagne de désinformation. Je pense qu'il faut conclure en ayant un mot de conclusion sur la décision d'Emmanuel Macron qui a choisi de reconnaître l'État palestinien. Oui, et ça, écoutez, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé cette semaine à l'ONU. On a donc le président Macron, qui est un président sans majorité parlementaire, avec seulement 17% d'opinion positive dans la population, qui prend une telle décision alors que tous les sondages montrent que la majorité des Français sont hostiles à la reconnaissance de la Palestine. Alors ce président, il est atteint d'hubris. Vous savez, hubris, c'est un mot grec qui signifie l'ivresse du pouvoir, le sens de la démesure, l'absence de contrôle et de limite. Il a véritablement une personnalité narcissique et il n'écoute plus personne sauf lui-même.
Et c'est bien dommage, Guillaume. Julien, on reviendra dans un second temps sur la figure d'Emmanuel Macron sur cette décision, mais Alain Destex évoque un moment inédit de désinformation médiatique équivaut plus récemment aux armes de destruction massive en Irak ou encore Timișoara en Roumanie en 1990, un prétendu massacre. Est-ce qu'on est dans ce pêle-mêle de désinformation médiatique ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Et merci Alain Destex pour cette brillante chronique encore une fois. Alors je vais rebondir sur beaucoup de choses qui a été soulignées par Alain. Et je partage en effet votre idée que Emmanuel Macron l'a fait pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire il l'a fait avant tout parce qu'il sait qu'en France, il y a une population, notamment maghrébine, influencée par l'islam, etc., qui est très attachée à ce conflit donc israélo-palestinien, et que donc il craint par exemple ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire la possibilité d'émeutes, etc. Donc on voit qu'il y a une volonté, et il y a aussi, comme vous l'avez très bien souligné, le fait que Emmanuel Macron est obsédé par une chose, c'est l'image qu'il renvoie à l'international et non pas l'image qu'il renvoie directement dans son pays. On sait qu'il aime bien parader, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, parce que ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt des étrangers, non pas des Français, puisqu'on sait très bien que le rêve d'Emmanuel Macron, c'est d'accéder un jour à la présidence de l'Union européenne. Donc il n'a pas fait pour les bonnes raisons, mais je suis quand même convaincu, ce qui est un peu une position étrange à droite, parce que beaucoup ne partagent pas cette idée, qu'il fallait passer à un moment donné par la reconnaissance de l'État palestinien. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'au sein de l'ONU, il y a 158 États sur 193 qui reconnaissent la Palestine, dont des membres du Conseil de sécurité permanent, que ce soit la Chine et la Russie. Et Samuel Huntington expliquait quelque chose qui est très juste. Et on ne peut pas accuser Samuel Huntington de complaisance au regard de l'islam, mais il disait qu'il y a des blocs de civilisation à travers le monde, donc différents blocs, occidental, orthodoxe. D'ailleurs, il met Israël dans le bloc occidental, ce qui est selon moi une erreur, mais bon, ça on ne va pas chipoter. Et il estimait qu'il fallait que l'Occident accepte le fait qu'il y ait des civilisations autres, dont une civilisation qui est influencée par l'islam, que ce soit l'islam chiite ou sunnite. Et que le problème du conflit israélo-palestinien, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'État palestinien, ça crée une zone de flou qui est donc qui est un terreau fertile pour un conflit perpétuel qui va profiter surtout à qui? À des groupes extrémistes et terroristes comme le Hamas. Donc ça, c'est vraiment, faut bien s'en rendre compte, même si je pense qu'aujourd'hui, les conditions pour un État palestinien ne sont pas requises, puisque comme le disait Norbert Elias, pour qu'il y ait un État, il faut un territoire avec une population déterminée, qui soit sous l'autorité d'un gouvernement hiérarchisé avec le monopole de la violence physique légitime et en parallèle le contrôle de l'impôt. Et on voit que dans le cadre de la Palestine, la plupart des critères ne sont pas respectés puisque par exemple, on sait qu'il y a un partage du pouvoir entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Par contre, il faut quand même rappeler des faits historiques qui pour moi sont très importants, c'est qu'à partir des années 70, Israël a eu pour volonté de faire monter les prémices du Hamas pour justement empêcher la possibilité qu'il y ait une union sacrée d'un point de vue politique en vue de la création d'un État palestinien. Entre 2010 et 2020, donc lorsque notamment Netanyahou était au pouvoir, il a permis le transit de 30 millions de dollars qataris par mois pour financer entre autres le Hamas. Il a dit lui-même en 2019 que ces fonds-là permettaient justement de diviser pour mieux régner. C'est avéré ça, hein, ces fonds destinés au Hamas. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Ah, donc c'était une mise politique. C'est un effet boomerang, exactement de la même logique qui s'est passée entre 79 et 89, quand les Américains, pour contrer l'invasion de l'URSS, enfin l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, ont embauché les Moudjahidines, et on sait ce que c'est devenu par la suite, Al-Qaïda, les attentats du 11 septembre, etc. Donc c'est un effet boomerang qui est connu en géopolitique, c'est-à-dire miser sur des groupes extrémistes qui malheureusement vont à un moment donné se retourner contre vous. Donc il ne faut pas être dupe, il a fait une erreur de calcul. La puissance du Hamas aujourd'hui a été en partie permise par l'État d'Israël. Et ensuite, il y a aussi une autre variable qu'il faut prendre en compte, et c'est un piège dans lequel malheureusement tombent la plupart des pays occidentaux et la droite, c'est que Israël est un allié qui n'est pas très fiable sur certains aspects. Déjà, c'est pas nouveau, un projet de Cherbourg. Lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, Charles de Gaulle a mis un embargo sur Israël pour ne plus leur envoyer d'armes, et les services secrets israéliens ont volé quand même 5 navires de missiles français pour les ramener en Israël, qu'ils ont vendus au Danemark avec des faux documents, des faux noms. Il y a eu l'affaire Pegasus, notamment, où on sait que l'entreprise Pegasus qui vendait un logiciel d'espionnage était très proche du gouvernement, et bizarrement,
on a pu se rendre compte qu'il y avait énormément de responsables politiques français, dont Emmanuel Macron lui-même, qui étaient espionnés par Pegasus. Il y a aussi le cas des Américains, parce qu'Israël a beau avoir une très bonne relation avec les États-Unis, il y a eu quand même des points de friction. En 1967, l'affaire de l'USS Liberty, un navire espion qui était donc en Méditerranée, qui a été détruit sciemment par Israël, c'est ce que la NSA et la CIA ont expliqué au président Johnson à l'époque, et ça a coûté quand même la mort de 34 militaires américains, ce qui est théoriquement un casus belli, quand on attaque directement un navire militaire qui en plus n'était pas dans les eaux israélienne. Donc ça, il faut quand même le noter. Il y a eu aussi l'affaire Portland en 1985 où un officier de la Navy a envoyé plus de 800 documents déclassifiés à Israël et ensuite il a été ramené en Israël et il a obtenu la nationalité. Donc on voit que quand même ils ont une logique qui est bien particulière, c'est leurs intérêts d'abord et ce qu'on peut comprendre, c'est la logique de l'échelle internationale. Bien sûr, et d'ailleurs on peut même faire la même critique pour les Américains. Mais il ne faut pas être dupe, parce qu'Israël veut que nous, on s'engage pleinement dans ce conflit, mais il faut rappeler qu'Israël n'a pas rejoint la coalition de 2014 contre Daesh, parce qu'ils estimaient que Daesh n'était pas leur cible prioritaire, ils voulaient surtout se focaliser sur le Hezbollah et sur l'affaiblissement de l'Iran. Donc ça, c'est quand même ce que je voulais rappeler. Et quand on parle souvent de la civilisation judéo-chrétienne, parce que c'est ce qu'avance beaucoup Netanyahou pour que l'Occident... Enfin, c'est ce que dit Israël, on est là, on est le bouclier pour empêcher que ça arrive en France. Oui, déjà un bouclier que vous avez vous-même créé, puisque c'est vous qui avez quand même alimenté à une époque le Hamas. Et en plus de ça, il y a donc... j'ai perdu un peu le fil. Oui, il y a eu il n'y a pas eu de volonté donc, de rejoindre le I, mais il y a aussi une posture de l'État d'Israël assez dure envers les chrétiens qui vivent donc à Jérusalem ou bien en Israël. Il y a quand même une loi de 2023 qui a failli passer et qui ont été proposées par 2 parlementaires qui sont issus du parti de Netanyahou, qui visaient à condamner avec de la prison ferme, jusqu'à 1 an, voire 2 ans de prison, en cas de prosélytisme catholique. Il y a eu aussi un accès restreint pour les lieux saints, etc. Et d'ailleurs, la constitution de l'État d'Israël ne reconnaît que le peuple d'Israël et aucune autre religion, et notamment le catholicisme, qui est pourtant extrêmement importante, vous le savez, à Jérusalem. Et enfin, je finirai juste sur un point, parce que les chiffres ont une importance. Je sais qu'il y a une manipulation des chiffres, mais il y a quand même, selon Ezri Halevi, désolé de la prononciation, je ne maîtrise pas l'hébreu, qui est quand même l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui souligne qu'il y a 60 000 victimes civiles. Alors j'entends bien que le Hamas utilise comme bouclier, etc., mais ça reste quand même des chiffres qui sont assez inquiétants, qui sont énormes. C'est des populations civiles avec parfois des innocents. Donc oui, le 7 octobre a été une tragédie et il faut détruire absolument le Hamas. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question-là. Mais en fait, Israël participe à un cercle vicieux qui ne cesse de se répéter. Plus ils vont commettre de dommages civils en Palestine, en Cisjordanie ou à Gaza, plus en parallèle, ils vont auto-alimenter un phénomène qui ne cessera de se répéter dans les années à venir. Et on le sait très bien, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou ne veut pas d'État palestinien, alors que je suis personnellement convaincu que c'est la seule façon d'empêcher des drames humains perpétuellement, et même c'est mieux pour sa sécurité, j'en suis convaincu. Votre réponse à l'Indestex, à Julien, il a fait honneur à votre chronique, hein. Il a eu un propos étayé quand même. Hein. Non, mais j'ai un peu bugué. Dans l'ensemble, c'était bon. Étayé, et probablement que tous les faits que vous avez cités, que je ne connais pas tous, sont exacts, je n'en doute pas. Mais à mon avis, ça nous éloigne du problème, qui est la reconnaissance de la Palestine, qui était l'objet de ce débat. En fait, il y a 2 problèmes principaux. Le premier problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, accorder en 2025 la reconnaissance de la Palestine, c'est donner une victoire au Hamas. Sans le 7 octobre 2023, aujourd'hui, en septembre 2025, il n'y aurait pas eu de reconnaissance de la Palestine. Donc, si vous vous mettez un instant du côté des Palestiniens et plus encore du côté du Hamas, c'est une grande victoire pour eux. Et ça ne va pas les inciter, évidemment, à libérer les 22 ou les 23 otages qui restent encore vivants. Mais plus fondamentalement, je ne pense pas que ce soit ça Moi, en théorie, je suis aussi, évidemment, pour un État palestinien. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'État palestinien aujourd'hui ? Parce qu'ils n'en ont pas voulu dans les moments historiques où ils auraient pu l'avoir. Et pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas voulu ? C'est à cause du droit
au retour, la loi du retour, que vous connaissez évidemment. C'est-à-dire qu'aucun leader palestinien, même Arafat à l'époque, ne peut envisager de renoncer au droit au retour. Donc le droit au retour, pour être bien clair, c'est la possibilité de retourner dans les territoires, les maisons, les quartiers d'où ils ont été chassés ou qu'ils ont évacués eux-mêmes en 1948. 48. Et aucun leader palestinien n'a osé dire qu'il renonçait au droit au recours. Et ça, c'est ça la clé du problème. Parce que je vous rappelle que sous Clinton, comme président américain, et Barack, et Olmert, je crois, il s'appelait, l'autre premier ministre israélien, ont offert aux Palestiniens la possibilité d'avoir un État avec le territoire de la Cisjordanie, moins les colonies, mais ils étaient prêts en échange à donner des territoires israéliens. Il a été un moment question de prendre 4% de la Cisjordanie, de la donner à Israël où il y avait déjà des implantations juives, et en échange de donner 4%, les mêmes 4% à la Cisjordanie, ainsi que 2 des 4 quartiers historiques de la vieille ville de Jérusalem, et la possibilité d'avoir Jérusalem pour capitale de l'État palestinien. Bill Clinton a encore répété récemment que c'était bien comme ça que ça s'était produit. Qui a refusé ? Qui a refusé ? Ce sont les Palestiniens qui ont refusé. Et donc, pour moi, si vous voulez, ils veulent un État, parce qu'évidemment, tout peuple a besoin et a envie d'un État, mais ils ne sont pas prêts à faire le renoncement au retour sur les terres de 48 en échange de cet État. Ils sont peut-être prêts à reconnaître Israël, ils sont peut-être prêts à dire qu'ils vont renoncer au terrorisme, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à ce qu'ils appellent le droit au retour. Et pour moi, et ça on n'en parle pas, pour moi c'est le nœud du problème aujourd'hui. Donc il y a deux phénomènes. Il y a un, c'est une victoire pour le Hamas, et 2, les Palestiniens, pas les Israéliens, les Palestiniens ne sont pas prêts à renoncer au retour sur leur soi-disant terre de 1948. Je réagirai très rapidement parce qu'après on a beaucoup de oui, mais on a le temps à aborder. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les Palestiniens ont raté beaucoup d'occasions. Ça, c'est très vrai. Mais je pense que c'est pas parce que dans les décennies auparavant il y a eu des actes manqués qu'il ne faut pas qu'à un moment donné il y ait cette reconnaissance de l'État palestinien qui, comme je l'ai rappelé, en plus est reconnu quand même par une majorité d'États. Avec quelle autorité ? Mais ça, on est bien d'accord. Mais je l'ai dit d'ailleurs au début de ma réponse, c'est que dans tous les cas, les critères ne sont pas respectés. Donc on est contre une reconnaissance si les critères ne sont pas respectés. Non, parce que je pense que symboliquement, c'est quand même important pour les pousser à justement que ces critères soient remplis, à faire cette reconnaissance. Et que cette reconnaissance, pour qu'elle soit appliquée, l'ONU a été créée par qui principalement ? Par les États-Unis et les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, avec bien entendu la France, le Royaume-Uni, etc. Le fait que plusieurs États du Conseil de sécurité de l'ONU, les membres permanents, puissent reconnaître cela, même si l'ONU est une institution qui a beaucoup de failles, beaucoup de problèmes, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler tout à l'heure, mais c'est un symbole fort qui va devoir pousser les Palestiniens justement à prendre leur destin en main. Mais ça implique plusieurs critères que j'ai mentionnés, donc le territoire, le gouvernement hiérarchisé, l'élimination du Hamas, et je pense que le Hamas, comme tout groupe terroriste islamique, là où ils sont très bons, c'est qu'ils essayent toujours de récupérer le narratif, mais dans les faits, ce n'est pas bon pour eux, la reconnaissance d'un État palestinien, parce que cette reconnaissance, elle est sujette à des conditions précises, et il n'y a aucune condition qui maintient la possibilité qu'il y ait le Hamas à l'intérieur d'un gouvernement. Donc, à un moment donné, ils essayent de récupérer le narratif pour légitimer le combat qu'ils ont mené, enfin le combat pour eux, alors que c'est une attaque terroriste ignoble, le 7 octobre de cela quelques années. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. À la fois, c'est pas pour les bonnes raisons, les critères ne sont pas remplis, mais la symbolique est extrêmement importante et ça doit pousser les Palestiniens à surtout ne plus commettre d'erreurs. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on verra dans les années à venir si véritablement ils ont ce souhait. Mais je pense qu'avec Netanyahou, qui est encore à la tête du pays... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'Israël ne peut pas accepter le droit au retour et que les leaders palestiniens... ils vont devoir revenir sur certaines choses. Ça, c'est comme le droit au retour. Sinon, ils ne pourront pas tout avoir. Mais comment expliquez-vous qu'au moment où les Palestiniens ont vraiment eu l'occasion de faire cette paix sous Arafat et sous le Premier ministre Barak, ils ne l'ont pas faite. Parce que l'histoire a évolué entre-temps. Oui, mais justement, pourquoi est-ce que... Oui, mais à l'époque, on était dans une
une stratégie de détente, de paix. On était dans la foulée des accords d'Oslo, rappelez-vous. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où la situation est infiniment plus tendue et où je pense que 80% de l'opinion israélienne est contre la reconnaissance d'un État palestinien, au moins 80%, pourquoi est-ce que ça se ferait aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il y aurait un momentum aujourd'hui alors que lorsque la situation internationale était beaucoup plus favorable, les Palestiniens n'en ont pas voulu. Est-ce que vous avez déjà entendu un leader palestinien dire « je suis prêt à faire la paix avec Israël et en échange je renonce au retour sur les terres de 48 ». Moi, j'en ai jamais entendu aucun. Ni du Hamas, ni de l'OLP, ni du FDLP, ni les plus modérés. Aucun. Parce que je crois fondamentalement qu'en politique, le chaos est le seul état de fait qui permet des avancées significatives. Okay. Honnêtement. Mais ça, c'est ma théorie maurassienne. C'est pas la même, mais je l'admets. C'est ce que je pense. Et ce ne sont pas les mêmes acteurs. Et je pense honnêtement que Netanyahou, il ne faut pas oublier aussi une donnée essentielle. Et je vais vous raconter une petite anecdote assez rapide. Il s'avère que j'ai travaillé pendant, il y a de cela quelques années, dans une entreprise de sécurité privée française assez connue. Et j'avais un de mes supérieurs qui était un ancien membre de Tsahal, un haut gradé de Tsahal. Et un jour, dans le cadre d'un repas, je lui dis « Mais est-ce que cette guerre prendra fin un jour ?» Et il m'a dit, en toute honnêteté, hein, il n'était pas du tout anti-israélien ou quoi que ce soit, il m'a dit « C'est une guerre qui ne peut pas se terminer parce que Israël est un pays qui est très divisé en son sein. » Là, on parle que d'Israël hein, et pas de la Palestine, etc., pour des raisons économiques, politiques, religieuses, etc. Et que donc, la population israélienne a besoin d'un ennemi commun pour se réunifier. Et tous les 10 ans, nous avons besoin d'un grand conflit qui permet de regalvaniser le sentiment national des Israéliens et de gommer le manque d'unité nationale. Et d'ailleurs, on s'est recontacté il y a peu. Il ne faut pas oublier une donnée essentielle, c'est qu'avant le 7 octobre, Netanyahou était très décrié. Il y avait des manifestations, il y avait des grèves, y compris au sein de Tsahal. Oui, mais là, beaucoup lui en veulent de guerre. Et parce qu'en état de guerre, on n'a pas trop le choix que de maintenir celui qui est à la tête du pays. Il y a quand même tous ceux qui veulent obtenir la libération des otages et qui pensent que l'offensive actuelle sur la ville de Gaza, donc pas sur la bande de Gaza, est néfaste pour les otages. Ils ont peut-être raison d'ailleurs, oui, j'ai pas d'opinion là-dessus. Oui. Un dernier mot, Alain Destex, parce que finalement, pour moi, tout à l'heure, vous parliez de victoire du Hamas. La question n'était pas la suivante. Est-ce que sans l'attentat du 7 octobre et ses 1200 morts, est-ce qu'aujourd'hui l'État de Palestine ne serait pas reconnu ? Est-ce que finalement c'est à cause de cet attentat que l'État de Palestine est reconnu aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même, pardon Julien, mais c'est quand même, c'est un point névralgique. Alors on peut parler de victoire du Hamas. C'est la réalité de la réelle politique. En géopolitique, il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire que la victoire de la terreur, alors sur l'Occident. Mais bien sûr, mais l'Occident, c'est pas comme s'il était parfait non plus. Et le Hamas, il n'y a même pas de débat là-dessus. Non, mais personne ne vous accuse. Voilà, c'est tellement de l'ordre de... mais je suis obligé de le dire parce que vous savez, aujourd'hui, il y a tellement un manque de nuances que, comme on connaît les saints, on les adore. Mais c'est vrai que le grand problème, c'est que, oui, on est tout à fait d'accord que là, je partage totalement l'avis d'Alain Destex, c'est que, en effet, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, il n'y aurait pas eu la reconnaissance du Royaume-Uni, du Canada et de la France, mais c'est aussi parce que Israël, en parallèle, a poussé à de multiples reprises la ligne rouge. Même Trump lui-même le dit, alors que vous savez que très bien qu'il y a cette relation historique très forte entre les États-Unis et Israël, et que d'ailleurs il a dû les calmer pour la question de l'Iran, puisque Israël voulait aller jusqu'au bout. Et je crois fondamentalement que malheureusement, oui, en géopolitique et dans la réelle politique qui découle de la géopolitique, parfois il faut reconnaître certains états de fait, où en plus on a affaire à un Occident qui est en déclin malgré tout. Donc il faut reconnaître un statu quo dans lequel on n'est pas toujours les meilleurs, et surtout on n'arrivera jamais à imposer un mode de vie à ces gens-là qui est comme le nôtre. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. 15h41 sur Radio Frontière. On va dépasser dépasser un peu ces heures si c'est beau pour Alain Destex. On est bien. De toute façon, il n'y a pas d'émission avant 17h. Donc on a le temps, messieurs. C'était absolument passionnant. Si Alain passe un bon moment. Si on a le temps. C'est reparti. Si on a le temps, un dernier mot là-dessus. En fait, aujourd'hui, c'est quoi le débat ? C'est essentiellement ceux qui pensent qu'il faut arrêter la guerre parce que son coût humanitaire est trop important et en parallèle reconnaître la Palestine, et puis ceux comme le gouvernement israélien actuel qui pensent qu'il faut défaire le Hamas totalement et que tant que le Hamas n'est pas défait, cette situation de guerre risque de se perpétuer ou de recommencer. D'où
l'offensive sur la ville de Gaza, qu'en 2 ans, l'armée israélienne, elle a fait des incursions, quelques attaques, mais elle n'a jamais pris toute la ville de Gaza. Alors, je ne sais pas si ça peut réussir ou pas. C'est compliqué de prendre une ville de 700 à 900 000 habitants, même si on les fait évacuer. Mais à mon avis, c'est ça le nœud du problème. Et pour moi, la bonne comparaison historique, c'est avec le nazisme. Le nazisme devait être totalement défait, et aujourd'hui, le Hamas doit être totalement défait, et il ne l'est pas encore. Mais Dernier mot, Julien, sur... vraiment très dernier mot en quelques phrases, mais moi je suis convaincu que l'État hébreu, dans le fond, ne souhaite pas totalement la disparition du Hamas et qu'ils auront toujours besoin. Je ne crois pas. Ah ouais, c'est ma vision des choses, je pense, ou du Hamas ou de quelque chose qui ressemble au Hamas, parce qu'ils ont besoin de cet ennemi comme moyen de s'unifier. Parce qu'on le sait, enfin après, c'est sujet à débat. Nous terminerons sur un désaccord, mais je suis absolument certain qu'on reviendra rapidement sur ce sujet. Le conflit israélo-palestinien, de toute façon. L'anniversaire du 7 octobre approche. Donc bien sûr. Vous avez votre chronique alors pour la semaine du 7 octobre, mon cher Alain. Autre sujet maintenant, on va parler un petit peu des Philippines. Rodrigo Duterte, ancien président des Philippines, a été inculpé par la CPI pour crime contre l'humanité suite à sa campagne anti-drogue pendant sa présidence. Alain Destex, je m'adresse à vous. Quel est l'impact global de l'inculpation de Rodrigo Duterte par la Cour pénale internationale sur la politique intérieure des Philippines et sur la perception internationale de la guerre contre la drogue ? Alors, en fait, à l'intérieur des Philippines, c'est un sentiment très, très mélangé et très mitigé, si vous voulez. Parce que, normalement, la Cour pénale internationale, elle a été conçue comme une justice de dernier ressort. C'est-à-dire qu'elle est censée n'intervenir qu'une fois que les tribunaux nationaux ont fait leur travail. En l'occurrence, ils ne l'ont pas fait parce que c'est un ancien président et parce qu'il jouit encore d'appui politique important aux Philippines. Personnellement, j'ai pas d'opinion arrêtée sur le sujet. Effectivement, il a obtenu des résultats considérables dans la lutte contre la drogue, au prix, de nombreuses victimes. Je ne sais pas si ces victimes étaient toutes légitimes, probablement ou pas, qu'il y a eu des débats collatéraux ou pas. Plus fondamentalement, si vous voulez, je pense que la Cour pénale internationale a suscité un énorme espoir. Moi, en tout cas, j'y étais très favorable au moment où elle a été créée. En général, je ne suis pas un grand admirateur du multilatéralisme parce que je me disais, si quelqu'un commet un génocide ou un crime de guerre ou un crime contre l'humanité et qui n'est pas jugé dans son pays, eh bien, c'est normal qu'il soit jugé, n'est-ce pas ? On ne peut pas tolérer qu'un enfant soit tué uniquement en fonction d'une ethnie, d'une religion ou d'une race. Donc, je trouvais ça très bien, mais au fil du temps, la Cour a évolué comme une cour politique, notamment avec les inculpations de Poutine, de Netanyahou, et on l'a un peu oublié, mais à l'époque, la Cour voulait inculper George Bush et son secrétaire d'État à la Défense, Rumsfeld. Alors, ça a été vite réglé, parce qu'à un moment, ils ont été inculpés non pas par la justice internationale, mais par la justice belge. Et les Américains ont dit, si vous faites ça, on enlève le siège de l'OTAN à Bruxelles. Et donc, la Belgique a à toute vitesse voté une loi pour que Bush ne soit pas inculpé. Mais donc voilà, je pense que la légitimité de cette cour, elle est en perte de vitesse en fait, et l'élan qu'il y a eu au moment de sa création, d'abord le traité de Rome et puis la mise en place de la cour, et puis ça s'est fait après les 2 tribunaux pénaux sur l'ex-Yougoslavie et sur le Rwanda. Je pense que cet élan est brisé et que la cour finalement aujourd'hui est victime du discrédit qui touche tout le multilatéralisme. Julien, la CPI ? Oui, je suis tout à fait d'accord. La CPI partait sur des bases qui étaient intéressantes et qui malheureusement est devenue au fil du temps un outil politique. De toute façon, c'est le gros problème systématiquement avec des organisations de ce type à dimension internationale. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre... par exemple, un monde occidental qui crée ces institutions et le reste du monde qui ne les partage pas forcément. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, aux Philippines, il y a une vision assez mitigée du bilan de Duterte. Après, moi, je pense que l'énorme erreur de Duterte, c'est que la lutte contre la drogue doit rester une priorité de la quasi-intégralité des nations du monde, puisqu'en fait, vu que c'est un phénomène global qui transcende les frontières, c'est un problème majeur qui a un impact significatif sur la santé publique, les cartels, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait fait, Rodrigo Duterte ? Donc, il est arrivé au pouvoir en 2016, il est resté jusqu'en 2022, et il a lancé l'opération Double Barrel, donc double barrel, qui en fait avait 2 objectifs.
qui était donc de créer des escadrons de la mort, c'est lui-même qui les appelait comme ça, qui étaient composés généralement soit d'anciens militaires, soit des gangsters de Davao, puisque... Des milices. Des milices, hein. Ouais. Duterte a été maire de Davao, il avait des contacts longs comme le bras. Et en fait, l'énorme souci, c'est que ces escadrons de la mort, dans 90% des cas, théoriquement, les trafiquants devaient passer devant un tribunal. En fait, ils étaient exécutés sommairement. Alors là, c'est pour le cas des dealers, mais aussi des consommateurs. Parce que double barrel, ça signifie bien qu'il y a donc deux options envisageables. Ils visaient à la fois les trafiquants, et là on peut le comprendre dans le cadre de lutte contre la drogue, avec un régime d'exception fort, mais aussi donc le petit camé du coin. Et là, le problème, c'est qu'on en vient quand même à une façon de faire qui, même si elle a marché, puisqu'il y a eu une réduction significative donc, de la consommation de drogue, 80% de ceux qui sont morts venaient de populations pauvres, donc ça ne touchait pas ceux à col blanc qui prenaient de la cocaïne à Davao ou ailleurs, et surtout il y a eu entre 12 000 à 30 000 morts. Et donc ça envoie un message terrible sur la gestion du problème de la drogue. Moi je suis beaucoup plus adepte de la méthode Bukele, qui est une approche beaucoup plus institutionnelle, propre, même si déjà elle est ferme, c'est-à-dire la création de prisons, on enferme, on ne touche pas directement au consommateur, ou alors on met le consommateur en prison, mais on ne l'exécute pas dans la rue d'une balle dans la tête sans jugement. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Duterte, il a lui-même reconnu. Parce que Duterte, c'est un style aussi bien à lui. C'est un cow-boy. C'est un cow-boy, parce que même les Philippins, ils sont particuliers. Et vous savez, il y a un très bon contre-exemple. C'était José Valverde, qui était un Mexicain, qui, au début des années 2000, a lancé ce qu'on appelle les autodefensias, donc des groupes d'autodéfense contre les cartels des Templiers, qui était un cartel au Mexique qui posait problème. Il était médecin de base, donc il a créé cette organisation. Beaucoup de gens ont rejoint sa lutte armée pour lutter contre les cartels, puisque l'État était défaillant et en plus de ça corrompu, puisque la guerre contre la drogue de Felipe Calderón n'avait pas fonctionné, puisqu'il avait au sein de son gouvernement des mecs qui bossaient pour des cartels. Et donc il est devenu rapidement un héros populaire, puisqu'il a réussi à défaire les cartels. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite ? Il a créé son propre cartel. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide, et le problème avec ces initiatives, c'est que ceux qui décident de s'asseoir complètement sur toute notion de droit ou d'institutionnalisation, comme par exemple la prison, etc., finissent par devenir pire ou au même niveau que ceux qui combattent. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec Duterte, et il a décrédibilisé en grande partie le combat légitime et juste contre la drogue, parce qu'il a fait preuve d'hubris, pour reprendre votre terme, et je pense que l'approche Bukele est beaucoup plus réaliste, logique et efficace sur le long terme. D'ailleurs, les chiffres l'ont montré. Allez, un dernier mot sur Duterte, après on ira sur Trump. En fait, c'est pas sur Duterte, c'est sur les Philippines. Ça montre en fait la difficulté d'établir la démocratie dans d'autres pays que les pays occidentaux, où ça remonte à notre tradition judéo-chrétienne, ou plutôt grecque et romaine. En fait, les Philippines est peut-être le pays d'Asie dont nous sommes culturellement le plus proches, parce que c'est un pays qui a été colonisé par les Espagnols. Quasiment toute la population est catholique ou évangélique, mais en tout cas, elle est chrétienne. Donc, il n'y a pas cette barrière culturelle qu'il peut y avoir avec le bouddhisme, l'islam ou le taoïsme ou d'autres religions. Et moi, personnellement, c'est les Philippins et le peuple d'Asie dont je me sens le plus proche, parce qu'on sent, quand on parle avec eux, qu'on a les mêmes bases culturelles, qui sont les bases chrétiennes, en fait. Voilà, implantées là depuis 4 ou 5 siècles. Puis, ils sont passés directement de la domination espagnole à la domination américaine. Mais, par contre, ce pays, effectivement, a de grandes difficultés à établir une démocratie à l'occidentale. Il est encore dirigé par une petite oligarchie. Vous savez, le Sénat philippin, c'est 25 personnes. Et quand j'ai visité donc, aux États-Unis, on a déjà un Sénat de 100 sénateurs. Donc là, moi quand j'étais sénateur belge, j'étais 2 fois au Sénat philippin. Et sur les 25, il y en avait 4 qui appartenaient à 2 familles. Donc, déjà, ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est véritablement une oligarchie. Alors cette oligarchie, elle contrôle des terres énormes. Et puis, régulièrement, elle choisit... Alors, évidemment, c'est un peu caricatural, mais elle choisit un candidat qu'elle met en avant, souvent un leader populiste, et qui est présenté comme le renouveau, le type qui va solutionner tous les problèmes des Philippines. En attendant, c'est un des pays qui se développe le moins rapidement dans toute l'Asie. Et on voit dans toute cette région du monde, en fait, la difficulté d'établir la démocratie. Aux Philippines, on vient de l'expliquer, mais en Corée du Sud, où on croyait qu'elle était établie quand même depuis un certain temps, le président sortant a
fait un coup d'État constitutionnel, en fait, pour essayer d'instaurer un état d'urgence. Et dans les autres pays, il n'y a pas vraiment de démocratie. L'Indonésie, la Thaïlande, à mon avis, le seul qui est une véritable démocratie dans cette région du monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, c'est Taïwan. Oui. Taïwan, le système électoral fonctionne bien. Il y a une alternance politique très régulière. La presse est libre. Quand un des deux partis perd le pouvoir, il accepte sa défaite. Et pour moi, Taïwan est la seule véritable démocratie dans cette région. On est d'accord. Allez, prochain sujet, messieurs, on arrive. Donald Trump a fait un discours historique à l'ONU sous fond de tensions avec l'organisation internationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alain Destex, comment le discours de Donald Trump à l'Assemblée générale de l'ONU le 23 septembre reflète-t-il les tensions actuelles entre les États-Unis et l'organisation multilatérale ? Alors, c'était un discours magnifique. Ah, d'accord, très bien, très bien. Alain Destex aime beaucoup l'ONU, ça se voit, en tout cas. Oui, j'aime pas l'ONU et je trouvais ça absolument formidable qu'un président américain attaque l'ONU au sein même de l'ONU. Je pense que ça ne s'est jamais produit. En général, quand on n'aime pas l'ONU, soit on n'en parle pas, soit on prend des formules vagues, on sème, lieu de résolution des conflits, etc. Non, lui a carrément dit que l'ONU n'aidait pas à la résolution des problèmes, qu'elle encourageait les vagues migratoires, qu'elle les finançait. Il a été vraiment cash comme il l'est souvent. Mais ce que je retiens, moi, surtout de son discours, c'est pas tellement son attaque contre l'ONU, c'est au fond le miroir qu'il a renvoyé aux Européens sur deux sujets. C'est l'immigration. En gros, il a dit l'immigration est en train de vous tuer. Je pense que nous sommes assez nombreux, peut-être ici en particulier à Frontières, en pensant que oui, l'immigration nous pose un problème majeur. Ce que J.D. Vance avait dit il y a plusieurs mois lors de discours. À la convention de Vienne, il me semble. Exactement, Guillaume, c'est ce que Vance avait dit, sauf que cette fois-ci, c'est le président des États-Unis, donc ça a encore plus de poids. Et donc, il a parlé de l'immigration qui est en train de nous détruire, je crois que c'est quasiment ces mots exacts. Et puis, il a parlé de l'agenda climatique qui est en train de ruiner nos économies. Donc, l'immigration ruine la culture et l'agenda climatique ruine l'économie en permettant la délocalisation des usines, un prix de l'énergie 3 à 4 fois plus élevé qu'en Chine ou aux États-Unis. Et évidemment, comme d'habitude, les médias européens, au lieu de se poser quelques questions et de se dire, finalement, a-t-il raison, a-t-il tort, et d'en débattre, la réaction dominante a été discours d'extrême droite, fascisant, etc. Mais un grand classique. Alors qu'il a soulevé, à mon avis, pour la première fois à ce niveau et dans cette enceinte, les deux problèmes majeurs qui pourraient résumer la crise européenne, c'est-à-dire l'immigration incontrôlée, avec son corollaire, l'islamisation dans notre cas, et l'agenda énergétique de l'Union européenne qui est en train de nous mener à la désindustrialisation et à la ruine économique. Julien, l'ONU humiliée dans son sein comme ça, c'est inédit. C'est surtout, oui, l'ONU qui s'est humiliée elle-même, puisqu'il y a eu de petits événements qui paraissent assez marginaux et peu importants, mais qui reflètent quand même un petit peu l'état d'esprit qu'il peut y avoir au sein de l'ONU. Quand Donald Trump est arrivé, bizarrement, l'escalator est tombé en panne, et le prompteur avec lequel il devait faire le discours est aussi tombé en panne. Et, bizarre, quand même. C'est pareil gros. Sachant qu'une enquête a été ouverte, puisque au cours de la journée, en sachant que Donald Trump allait venir, certains parlaient de s'amuser à éteindre l'escalator quand il serait là, donc c'est sûrement quelque chose qui a été planifié au sein même de l'ONU, pas directement l'institution elle-même, mais sûrement des individus sur place, des employés. Donc en fait, ça montre la petitesse en fait de réaction, c'est-à-dire l'ONU est capable de faire des actions aussi ridicules et pathétiques, mais à côté de ça, pour s'occuper de grands dossiers, il n'y a plus personne. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est un très grand discours qui restera, je pense, dans les annales des discours qui ont été prononcés à l'ONU, un peu dans la même veine d'ailleurs que celui de J.D. Vance à la convention de Vienne, de Munich, pardon, où je l'ai trouvé vraiment aussi solide sur ses appuis. Et en fait, on a l'impression, nous les Européens, surtout de droite, d'être à Berlin-Est et de regarder vers Berlin-Ouest. C'est-à-dire qu'on voit tout un monde qui se crée, une vraie révolution conservatrice et nationaliste qui prend place aux États-Unis.
Et nous, on en est encore à des années-lumière. Alors, on dit souvent que ce qui arrive aux États-Unis finit par venir un jour en France par effet de mode. J'espère que ça va arriver rapidement. Et oui, très bon discours. Il a remis notamment l'église au centre du village avec l'immigration. Ça m'a particulièrement plu le passage sur Londres avec Sadiq Khan. Puisque Londres, c'est vrai, j'y suis allé 3 fois en 15 ans. Et à chaque fois, Londres est pire que lors de ma précédente visite. Donc, c'est presque une performance. Et oui, ce que j'aime surtout, c'est cette approche populiste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire cette capacité à faire passer des idées extrêmement difficiles, donc l'immigration, l'arnaque climatique sur certains aspects, avec un langage limpide et surtout avec une grande forme de courage qui nous oblige à nous, en fait, il nous envoie un signal. Trump, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, parce que quand on voit nos politiques en Occident, on en souffle un peu. Et au moins, c'est... Actuellement, les États-Unis, de base, c'est le phare du monde occidental, qu'on le veuille ou non, avec les bons et les mauvais côtés. Mais là, véritablement, la droite américaine est un phare et nous, on doit s'en inspirer avec des particularismes, bien sûr. Mais c'était un grand discours. J'aime beaucoup votre comparaison entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ça me fait penser d'ailleurs que Mathieu Bock-Côté, le chroniqueur du Figaro et de CNews, sort un livre fin octobre, je crois, dont le titre sera « Les deux Occidents » et qui développera la thèse que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que finalement, il y a un Occident qui est en déclin, en décadence, sur la défensive, et puis il y a les États-Unis et peut-être certains pays de l'Est de l'Europe qui, eux, embrassent les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. La Pologne. Voilà, et donc, au fond, l'Occident qu'on croyait être un concept unique, de plus en plus, il y a deux Occidents, l'Occident américain et quelques pays de l'Est, et puis l'Occident européen autour de la France et l'Allemagne. Moi, il y a autre chose qui m'a frappé, c'est son autorité pendant le discours. Si vous vous souvenez, quand il l'avait fait lors de son premier mandat, il y avait des rires, des sarcasmes. Oui. Il y avait notamment la délégation allemande qui rigolait parce qu'il avait évoqué la dépendance énergétique de l'Europe par rapport à la Russie. Là, il y a eu un gros plan sur la délégation allemande pendant son discours. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit qu'il y a quelques années. Et c'était assez stupéfiant à regarder. Donc là, on avait quand même l'impression que c'était le boss qui parlait. Ça, c'est très vrai. Le boss qui parlait, et le boss parlait au monde. Vous n'étiez pas obligé d'être d'accord avec lui, mais il dégageait une autorité naturelle dans son discours. Et là, c'est là où c'est dommage, et je suppose qu'on pourrait dire la même chose pour l'hommage à Charles Kirk, mais nos médias, disons, historiques, pas celui-ci, bien entendu, nos paléomédias, on pourrait dire, par rapport à la préhistoire, nos paléomédias sont incapables de saisir ce sens. Toute personne qui aurait regardé objectivement le discours de Trump aurait vu un type à l'aise, maniant l'humour, sûr de lui, disons quand même des choses absolument fondamentales. Mais non, pour éviter une prise de conscience finalement des peuples européens de leur propre situation, on préfère immédiatement le caricaturer, l'accuser d'extrême droite, voire de fascisme. Et au fond, on parlait de désinformation tout à l'heure, nous vivons dans une époque de désinformation. Je suppose que c'est un peu pour ça que Frontières a été créé aussi. Absolument, absolument. Nouvelle démonstration de l'animal politique qu'est Donald Trump, Julien ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, c'est-à-dire que lors de son premier mandat, Trump était perçu comme clownesque. C'est pas ce que je pensais, hein. C'est ce que... La perception. Voilà, et c'était le clown. D'ailleurs, c'était un terme qui ressortait beaucoup à l'époque. Et là, vraiment, c'est le parrain. C'est Marlon Brando le boss qui caresse son chat et qui est derrière son bureau. D'ailleurs, je me souviens de cette photo en marge de la discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, où il y a tous les dirigeants européens qui sont sur des petites chaises et lui, il est à l'aise derrière son énorme bureau. C'est pas Emmanuel Macron, c'est sûr, c'est pas la même perception. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une évolution trumpienne. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait face... Enfin, il faut vraiment considérer une chose, c'est que Donald Trump était extrêmement populaire aux États-Unis avant qu'il rentre en politique. Tout le monde appréciait Donald Trump, et largement au-dessus des clivages. Il était pote avec Oprah Winfrey, etc. Enfin, il était très apprécié. Absolument. Il a touché à la politique, il a été perçu comme un paria instantanément. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu
vents et marées contre lui, les médias, les institutions, on le sait aujourd'hui, Biden a voulu le censurer, il a été censuré par les différents réseaux sociaux, il a failli être tué à 2 reprises, on l'oublie, parce qu'il y a eu donc Butler, mais il y avait eu aussi quelques semaines plus tard sur son terrain de golf, d'ailleurs il a été condamné, le tireur. Donc il s'est aussi forgé ce caractère d'animal politique avec le temps et l'exercice du pouvoir. Et c'est un combat politique qui est juste incroyable à l'échelle de l'histoire des États-Unis. Et quel phénix, quoi. Rappelez-vous la prise du Capitole à l'époque. On pensait que Trump était même pas fini, en fait. Fini est un euphémisme, mort, c'est-à-dire condamné par la Cour suprême à des décennies de prison. Et l'homme revient maintenant, il est de retour président de la première puissance du monde, un phénix, quoi. Non, mais absolument, parce qu'il ne faut pas oublier à quel point les démocrates ont essayé de l'abattre. Alors effectivement, il y a eu les 2 tentatives d'assassinat, mais l'appareil, le système, l'appareil démocrate a essayé de le mettre en prison et de le ruiner. Il y a eu au moins 4 procédures pénales et une procédure civile, enfin 2 procédures civiles, si on prend Carroll aussi, à qui d'ailleurs il doit payer $100 millions pour un viol qui n'a pas eu lieu en 1995. Mais donc l'appareil, le système, l'appareil démocrate a tout fait pour envoyer Trump en prison et il a réussi à survivre. Et là, on pense quand même à la formule, le Capitole, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Hein. Il aurait très bien pu être éliminé politiquement, et là, il est le roi au Capitole. Bien sûr, mais je pense que... Allez, dernier mot sur le sujet. Très rapidement, je pense qu'en fait, ça va dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il est tellement dans le vrai, et il est tellement juste sur tout un tas de sujets que l'on évoque souvent chez Frontières, l'immigration, l'insécurité, l'arnaque climatique, qu'en fait, il ne pouvait que revenir. Alors ça demande aussi une grande force de caractère, des soutiens, etc. Mais en fait, les journalistes français ne comprennent fondamentalement pas les États-Unis. Ils ne comprennent pas la droite américaine, ils ne savent pas comment fonctionnent les institutions aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils passent tout le temps à côté dans leurs analyses et qu'ils étaient convaincus que Kamala allait remporter. Et qu'en fait, nous, on le savait chez Frontières, on se doutait très bien que Trump allait revenir et gagner les élections. Voilà pour ce sujet sur Donald Trump, messieurs. Il nous reste un dernier sujet. On passe à bon moment. Il est 16h04. Vous écoutez Radio Frontières, chers auditeurs. On va déborder un petit peu de 16h de toute façon. Bon, Alain Destex a un avion quand même ce soir, donc il va pas rester encore 3 heures avec nous en direct. Mais on peut prendre encore une petite dizaine de minutes ensemble, chers auditeurs. Le week-end dernier, les conservateurs américains ont rendu un vibrant hommage à Charlie Kirk, assassiné pour des raisons idéologiques. On se rappelle de cette image à l'université d'Utah, assassiné par Tyler Robinson. En quoi l'assassinat, cher Alain Destex, de Charlie Kirk le 10 septembre et l'hommage qui lui a été rendu par les conservateurs américains illustre-t-il les divisions politiques aux États-Unis ? D'abord, c'est un grand moment de rassemblement pour les conservateurs et les républicains américains. C'est-à-dire, on commençait à voir apparaître quelques dissonances, Tucker Carlson et d'autres, Candace Owens. Là, tous les républicains et tous les conservateurs se sont rassemblés dans un grand moment de communion, en fait, au sens propre et au sens figuré. Il y a eu notamment cette image extraordinaire d'une sorte de réconciliation entre Donald Trump et Elon Musk, qui est venu s'asseoir à côté de lui. Ils se sont salués aimablement, main dans le dos, etc. Or, la tension était quand même très très forte entre les deux. Donc, c'était évidemment un hommage. Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, Julien, difficile à comprendre pour les Européens, puisque imprégnés de religion, quasiment à chaque minute, bah oui, c'est comme ça, le peuple américain, et en particulier les républicains, sont la religion, la croyance en Dieu, la référence suprême à Dieu, font partie de leur culture au sens propre, mais aussi de leur culture politique. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un grand moment. Le discours évidemment, en tant qu'Européen et pas spécialement chrétien, j'ai été choqué par le pardon que la veuve de Kirk lui a donné à l'assassin de son mari. Choqué, vous utilisez le terme choqué, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec elle, de dire choqué, Alain Destex. J'ai été choqué, et plein de gens l'ont été. Ce qu'il y a, c'est que voilà, la plupart des gens ne veulent pas le dire à la caméra, mais bon, moi je respecte son choix, c'est elle la victime, c'est pas moi, elle a choisi de le faire, elle s'est référée... c'est très spirituel, le pardon, cher Alain Destex. Elle s'est référée au Nouveau Testament, moi je sais que ça a choqué beaucoup de gens. Voilà, parce que Donald Trump d'ailleurs a remis un peu les pendules à l'heure après en disant que lui ne pardonnait pas et qu'il détestait ses ennemis. Alors je pense pas qu'il faut aller
jusqu'à détester ses ennemis, mais enfin, nos adversaires ne nous font pas beaucoup de cadeaux, et nous, on leur en fait beaucoup trop. Donc, j'ai trouvé que c'était un grand moment de rassemblement, que le discours de Cyrus Vance était de nouveau excellent. Franchement, ce monsieur a vraiment l'étoffe pour être le successeur de Donald Trump, et il a en plus ce côté intellectuel que Donald Trump n'a pas spécialement. Il a peut-être un peu moins de charisme, mais dans l'électorat un peu plus, scolarisé, je pense qu'il passe très très bien. Donald Trump a aussi fait un très très bon discours à cette occasion, mais effectivement, et là aussi on rejoint le thème précédent, la réaction des démocrates et de la presse européenne a été absolument lamentable, présentant les choses comme un rassemblement d'extrême droite, un rassemblement nazi. Enfin, je veux dire, vous avez déjà vu, vous imaginez Hitler pardonner à un assassin d'un de ses proches. Je crois que quand on arrive à comparer ce qui s'est passé à un rassemblement nazi, il y a une espèce de déconnexion totale, si vous voulez, d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche, avec non seulement la réalité américaine, mais avec la réalité tout court. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un grand moment. Je vous avoue que j'ai pas écouté les 5 heures, ça durait 5 heures, j'ai écouté 2 heures. Je trouvais que c'était déjà pas mal parce que les références... C'était émouvant quand même. Hein. C'était très émouvant. Il y avait vraiment des moments émouvants. D'ailleurs, le moment où la veuve de Kirk, Erika Kirk, a annoncé son pardon, c'était très émouvant. Mais moi, je peux vous dire que le jour même, en discutant avec un tas de gens, les gens étaient certes émus et soulignaient la beauté de son geste, mais moi, je le dis franchement, j'étais choqué, voilà. Ouais, je suis d'accord avec Alain. Il y a beaucoup de choses très positives avec ce rassemblement. C'est-à-dire là, c'est l'union sacrée. On est au turning point, au point de bascule. On assiste véritablement à une révolution conservatrice aux États-Unis, comme ça n'a jamais été le cas, même avec les 2 mandats consécutifs de Ronald Reagan, qui était déjà d'une droite bien ferme. Mais là, on assiste vraiment à quelque chose qui est une lame de fond quasi civilisationnelle. On n'a pas ce genre de moment en France à droite où toutes les droites se rassemblent comme ça n'existe pas. Hein. On aimerait bien. N'est-ce pas? Oui, pas qu'un peu. Hein. Totalement, mais parce que la grande force des Américains, c'est l'articulation parfaite entre un monde institutionnel et plus un underground de la culture Internet, etc. D'ailleurs, Charlie Kirk était considéré, certes, c'était un influenceur, mais il avait largement accès à la Maison-Blanche, il discutait au téléphone avec Donald Trump fréquemment, donc il n'était pas méprisé. Nous, nos politiques en France sont très vieille école, il ne faut pas mélanger politique et monde Internet, non. Mais ça a été un très bon moment, l'union sacrée. Je pense que malgré tout, les États-Unis sont au bord d'une forme de guerre civile parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça explose. Tension idéologique, raciale, ratio d'armes par habitant beaucoup trop important, problème de pandémie liée à la drogue, etc. Enfin, il y a vraiment un cocktail explosif et Donald Trump doit faire très attention au risque de guerre civile dans le pays. Et je suis d'accord avec vous, moi aussi ça m'a choqué parce que je ne suis pas catholique et que moi, ma vision du monde, c'est Dieu pardonne, mais pas moi. Et en fait, mais je pense que c'est quand même stratégiquement plutôt bon pour le camp conservateur parce que ça le place au-dessus de la morale. Lui qui est toujours considéré comme le camp de la haine, du rejet, etc., il s'est placé au-dessus de la gauche qui a fait montre, elle, de haine véritable sur les réseaux sociaux, notamment en se moquant ou même en glorifiant la mort de Charlie Kirk. Moi, je partage l'avis de Donald Trump, je déteste mes ennemis idéologiques parce que dans le fond, si demain je me prends une balle de 9 mm dans la tête, ils s'en réjouiront, donc je les déteste et j'ai pas honte de le dire. Par contre, il y a un sujet aux États-Unis actuellement, c'est que Kirk était un modéré, ça faut pas l'oublier. Kirk n'était pas considéré comme la droite de la droite aux États-Unis. Et depuis quelque temps, il commence à y avoir une autre lame de fond qui est un basculement encore plus à droite, notamment des jeunes Américains qui se tournent vers des figures comme Nick Fuentes, par exemple, qui rencontre un succès phénoménal. Il fait des millions de vues tous les soirs, alors qu'il est banni de toutes les plateformes traditionnelles. Et je pense que Donald Trump doit faire attention à sa droite. C'est-à-dire qu'il va y avoir des revendications de la part des jeunes conservateurs pour aller beaucoup plus à droite. Parce que Donald Trump déçoit légèrement les jeunes Américains. Ils trouvent qu'il ne va pas assez loin, notamment dans les expulsions massives, comme il avait promis, que sur l'économie, il n'est pas totalement à la hauteur. Enfin, il lui reproche certaines choses, parfois justes, parfois exagérées, mais il doit faire attention à cette droite parce qu'elle commence à se développer, elle monte. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
mais ça peut le surprendre à un moment donné. En fait, il peut être considéré dans quelques mois comme étant has-been s'il ne tape pas du poing sur la table. Et je pense que même Donald Trump pourrait aller beaucoup plus loin par rapport aux réponses sur l'assassinat de Charlie Kirk. Et quelque part, on a vu tout le spectre politique de la droite conservatrice américaine, en allant d'Erika qui pardonne jusqu'à Donald Trump qui lui ne pardonne pas et reste profondément engagé contre ses ennemis. Qui est très divisée d'ailleurs. Oui, c'est vrai, quelque part, on a vu un spectre politique lors de ce rassemblement. C'est vrai, on a vu un moment d'unanimisme un peu rare dans la droite américaine qui est connue pour se diviser, avoir des think tanks qui viennent avec des idées, c'est vrai, parfois extrémistes. Moi, après vous avoir écouté, je vous avoue que j'écoute pas Nick Fuentes, mais je le connais bien entendu, mais je vais le regarder un peu plus pour voir ce qu'il dit exactement. Mais par contre, je suivais régulièrement Charlie Kirk avant de m'endormir. J'aimais bien regarder ses vidéos et il arrivait quand même à montrer la stupidité, l'ignorance, le dogmatisme de ces étudiants des grandes universités américaines. Et il faisait ça de façon extraordinaire. Alors, au fond, ceux qui ont un peu sont donné la peine de lire un peu ce qu'il disait, lui reprochent essentiellement deux choses. On dit il niait les droits des homosexuels et il niait les droits des Noirs. Moi, j'ai lu ça des dizaines de fois. Ben non, d'abord, il y a des homosexuels très connus comme Dave Rubin, par exemple, qui étaient ses amis personnels, mais il disait que dans la Bible, effectivement, l'homosexualité était condamnée. Ça ne veut pas dire que les États-Unis, que je sache, sont un État qui ne suit pas, où il y a une séparation entre l'Église et la religion, et le fait que ce soit dans la Bible me semble un fait historique, d'ailleurs aussi dans les autres religions, voilà. Mais on lui a fait, comme il était chrétien, on lui a fait ce procès. Et puis, alors sur les Noirs, là, vraiment, sa théorie est encore plus intéressante, parce qu'il n'avait évidemment strictement rien contre les Noirs, et il l'a démontré à plusieurs reprises, mais il était contre le DEI, la Diversity, Equity, Inclusion, qui favorise les Noirs, les femmes, les minorités, etc. Et surtout, il critiquait le Civil Act de 1964, qui, selon lui, avait été négatif dans l'évolution des Noirs. Et effectivement, quand on regarde les statistiques, et là c'est un autre grand intellectuel noir qui le dit, Thomas Sowell, qui est pour moi un type absolument formidable, il explique que l'écart entre les Blancs et les Noirs a commencé à augmenter à partir du Civil Act de 1964, notamment parce que le fait d'avoir un État-providence qui prenait en charge les mères célibataires a détruit les familles noires. Et vous connaissez peut-être ce chiffre. Aujourd'hui, enfin quand je l'ai lu la première fois, ça me semblait tellement aberrant, mais 80% des enfants noirs sont élevés dans des familles monoparentales. Et pour ça, pour Sowell, le problème noir, et lui il est noir, je le répète, et je ne fais ici que le citer, c'est ça la base du problème noir. C'est pas une question d'écart salarial, etc. Même Obama le reconnaissait, que c'était l'énorme problème sur les familles monoparentales. Et donc, exactement. Donc Charlie Kirk était, je pense, un type formidable. Il n'hésitait pas à porter le combat chez l'adversaire, sur les campus américains qui sont quand même très, très, très à gauche. Et je ne pense pas que le mouvement Make America Great Again va lui trouver facilement un remplaçant, parce qu'il était à la fois charismatique et assez unique. Julien, dernier mot ? Allez, dernier mot. On termine sur un accord. Je pense, j'en suis certain. Ça aurait été moins tumultueux qu'avec Emmanuel la semaine dernière. Quand même. Moi, je retiens les mots de Tucker Carlson qui ont été très justes à son endroit par rapport à Charlie Kirk, où il disait que Charlie Kirk n'était animé par aucune forme de haine. Et qu'il avait même tendance toujours à trouver des explications, c'est-à-dire que quand il discutait avec Carlson lui disait oui mais quand même les woke, etc. Et toujours Charlie Kirk n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. Il disait ils sont juste dans l'erreur, ils ont eu un parcours de vie compliqué. Il essayait toujours en fait de se mettre à la place de ceux avec qui il débattait et qui avaient embrassé des idéologies mortifères, pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient fini comme ça et de les remettre dans le droit chemin, parce qu'il aimait vraiment les autres. Ça se voit d'ailleurs dans sa manière de faire du débat, il n'y avait aucune forme de haine, de mépris, etc. Et on le voyait d'ailleurs plutôt en face, la haine et le mépris. Et donc c'était un véritable chrétien, et vous l'avez très bien dit, notamment sur les Afro-Américains, il leur a donné une place significative à Turning Point. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Afro-Américains qui connaissaient Charlie Kirk et qui ont pu témoigner du fait qu'il n'était absolument pas raciste. Absolument. Donc c'est même pas un sujet, mais de toute façon,
la presse française qui ne connaît pas les États-Unis ont découvert Kirk en réalité le jour où il est mort. Ça, c'est une certitude. Ils ont vite cherché, ils ont vu que c'était un pro-Trump, ils se sont dit c'est un nazi, il méritait sa balle. Voilà, ça c'est le raccourci des journaux français qui, encore une fois, sont passés à côté, qui sont des pleutres et payés par nos impôts. Et que dire de ce commentaire absolument dégoûtant, dégueulasse sur ces politiques lors de justement l'hommage de Charlie Kirk sur France 2, une romancière, essayiste. Alors elle a 10 000 titres, hein. Sur le synthé de France 2, il y a écrit romancière, essayiste, journaliste. J'ai même oublié son nom. Tout, on fait rien, voilà, général, exactement, voilà. J'ai même oublié son nom. Qui est cette personne? Quelle est la légitimité de cette personne? Ouais, quelque chose moi, comme ça. Je connais le Dom Pérignon. Voilà, c'est ça. Moi, je connais le San Pellegrino, c'est quasiment pareil. Chacun vos trucs, mais et cette dame en direct parle de rassemblement nazi en faisant des comparaisons avec Adolf Hitler. Mais qui êtes-vous, madame? Excusez-moi, vous payez avec nos impôts, quoi. Bon, voilà. Ça me paraît une excellente conclusion. Exactement, très bonne conclusion. 16h17 sur Radio Frontière. On arrive au terme de cette deuxième émission des ondes du Grand Échiquier. C'était un véritable plaisir de vous recevoir encore une fois à l'Index. Julien, t'as été très bon, quasiment aussi bon qu'Emmanuel la semaine dernière. Je plaisante, t'as été vraiment brillant. Attention, Emmanuel écoute. Emmanuel est pas loin. Oh là, il dort. Semaine prochaine à l'Index studio ou plateau? Plateau, si ça ne vous dérange pas. Mais... Ici au plateau? Non, pardon. Visio. Je voulais dire visio ou plateau. J'ai dit studio plateau. Donc visio la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais je suppose que Julien sera là. Je pense que Julien sera là, effectivement. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Restez avec nous, hein. Restez branchés sur Radio Frontière à 17h. Émission exceptionnelle avec Garen et Eric Tegner pour revenir sur tous les procès de Frontière. On vous l'a dit publiquement, Eric Tegner risque 150 000 € d'amende et 3 ans de prison ferme. Le Conseil national des barreaux est sur notre dos. On vous l'a dit aussi, on vous l'a révélé, un islamiste est également en liberté actuellement. Il menace Eric Tegner, il menace la rédaction de Frontières. Et puis la peine dérisoire de l'Antifa qui a agressé Eric Tegner cet été, 400 € d'amende. 400 € d'amende. Ce soir, restez avec nous, connectés sur YouTube, sur Radio Frontière, émission exceptionnelle. Eric Tegner vous dira tout quant à vous à l'Index. Je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, je vous retrouve demain à 15h pour Coup d'envoi avec Alexandre Nikolic et Jérémy Bouillet. Excellente soirée sur Radio Frontière et à demain.